Aujourd'hui je vais vous faire mes livres préférés en 2018 jusqu'à maintenant. Alors ce ne sont pas les livres qui sont sortis en 2018 mais les livres que j'ai lus en 2018. Voilà, donc mes coups de cœur 2018 jusqu'à maintenant. C'est sympa après de comparer en fait avec la vidéo de fin d'année où ce sont les meilleures lectures de l'année. On voit ceux qui ont sauté et ceux qui sont restés. Alors j'ai eu 9 coups de cœur, très gros coups de cœur qui sont restés avec moi jusque début juillet on va dire, puisque je m'arrête à début juillet pour faire la moitié de l'année, voilà. Et il y a aussi des mentions honorables. On va commencer tout de suite. Alors le premier gros coup de cœur de cette année, c'est The Haunting of Hill House, la maison hantée de Shirley Jackson. C'était énorme. Alors j'avais vu des avis, parce que j'ai eu des avis après et avant aussi, qui disaient que c'était pas si angoissant que ça, et d'autres qui disaient que c'était au contraire super angoissant. Et moi j'ai trouvé ça super angoissant, parce qu'en gros cette histoire, c'est on suit Eleanor Vance, qui est appelée par le docteur Montaigu pour aller vivre, passer un séjour on va dire, dans Hill House, donc une maison supposée hantée. Donc elle va s'y rendre avec donc le docteur Montaigu, Théodora et Luc. Et là ça va être sympa. Sympa. Alors c'est pas de l'horreur gore, mais c'est de l'horreur creepy on va dire, un peu lugubre, un peu insidieuse, angoissante, enfin voilà, ça fait un peu flipper. Et j'ai adoré l'écriture de Shirley Jackson qui est exceptionnelle. Ça fait presque féerique alors qu'on lit un roman horrifique. C'est aussi chirurgical parfois, par exemple le tout premier paragraphe de The Haunting of Hill House est juste atroce, puisque ça commence par: aucun organisme vivant ne peut continuer à exister longtemps de manière saine sous des conditions d'absolue réalité. Parce que oui, j'ai étudié ce livre pour mon mémoire tellement j'ai adoré. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, comme Hill House ne rêve pas, elle est folle. Elle est trop ancrée dans la réalité et donc elle est un peu cinglée. Voilà. Et donc au tout début, l'auteur parle de la maison comme de quelque chose de vivant, d'un organisme vivant. Et c'est là qu'on se dit que ça va pas être sympa pour les personnages humains. Voilà, c'était génial. Et du coup, il me reste We Have Always Lived in the Castle à lire, nous avons toujours vécu au château, et les autres histoires dans cette édition. C'était génial. Si vous voulez un bon petit livre d'horreur, mais pas gore, juste horreur angoissante, je vous le recommande. C'est génial. Ensuite, on a évidemment Assassin's Apprentice de Robin Hobb, qui était le méga gros coup de cœur, qui a quasi éclipsé La Maison Hantée tellement c'était énorme. J'ai adoré. Ça m'a permis de me rappeler que j'adorais la fantasy. On suit Fitz Chivalry, qui en fait est un bâtard royal et qui va être élevé à Buckkeep dans le château royal avec, enfin pas avec les princes, hein, puisque c'est quand même un bâtard, donc voilà. Il doit être séparé de la royauté, on va dire. Il va être élevé par Burish. Je suppose que son prénom c'est comme ça. Et c'est génial. Voilà, c'est trop cool. J'adore le système de magie, j'adore l'écriture, j'adore tout. Hein. Bon, Fitz est un peu agaçant, mais j'aime. D'ailleurs, dans mes coups de cœur, il y a aussi Assassin's Quest, le 3e tome de The Farseer Trilogy. Oui, parce que Assassin's Apprentice correspond à l'Assassin Royal, tome 1, l'apprenti assassin. Et ce tome 3 correspond au tome 4, 5 et 6, ou à l'intégrale, au 2e tome de l'intégrale Première Époque. Voilà, en gros. C'est juste génial. J'adore les personnages. Mes deux personnages préférés sont le fou et Catherine Gunn. Voilà, c'était juste génial. Si vous voulez vous remettre à la fantasy et que vous hésitez un peu, vous savez pas trop par quoi commencer, commencez par l'Assassin Royal. Vous verrez, c'est génial. Ensuite, on a Goblin Market de Christina Rossetti, le marché gobelin, qui m'a rappelé mon amour de la poésie en fait. J'adore la poésie, mais j'en lis très peu en fait depuis quelques années, on va dire. Et là, c'était juste magnifique, j'ai adoré. C'était lyrique, c'était beau, ça parlait d'amour, mais pas que, ça parlait aussi de religion, mais c'était juste génial. C'était beau. C'était aussi très triste, et en fait, c'est ce que j'aimais beaucoup quand je lisais de la poésie, la tristesse. Pas le drama, parce que là, c'est pas dramatique, c'est juste super triste. Et c'est aussi féerique, enfin, c'est juste enchanteur. J'ai adoré. Donc, je relirai sans doute ce recueil. Encore et encore, parce que c'était vraiment génial. Ensuite on a The Invention of Angela Carter d'Edmund Gordon qui n'a pas encore été traduit, c'est la biographie d'Angela Carter. Et je ne connaissais pas trop cette auteure, enfin je savais qu'elle avait écrit pas mal de livres. Je venais de lire The Bloody Chamber, la Compagnie des loups en français. Et je l'avais sélectionné pour mon mémoire, du coup je me suis dit bon, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur l'auteur. Et donc je m'attendais pas à être
Voilà, je m'attendais à ce qu'il raconte sa vie, mais je m'attendais pas à m'attacher à l'auteur ou à vraiment m'impliquer dans le livre. Et en fait, plus je lisais, plus j'étais dedans. Et bon, l'auteur a spoilé tous ses livres, mais c'est pas grave. Et plus j'étais avec elle, en fait, plus je la soutenais, plus je la connaissais, tout ça. Et vers la fin, en fait, on sait qu'elle va mourir, puisqu'elle est morte en 91 ou 92. On sait donc qu'elle va mourir, et j'étais persuadée, je sais pas pourquoi, qu'elle allait survivre. Genre, il fallait pas qu'elle meure. J'étais en train de lire et je me disais non, elle va pas mourir. Du coup, je faisais des pauses et j'étais là. Elle va bientôt mourir, prépare-toi, allez. C'était dur. Et d'ailleurs, je me suis mise à pleurer quand elle est morte. Mais bon, voilà, j'avais l'impression en fait de perdre un être cher alors que je la connaissais juste à travers le livre. Donc je trouve que ça montre bien le talent en fait de l'auteur qui m'a vraiment fait connaître Angela Carter, qui me l'a fait adorer en fait. Et du coup, j'aimerais lire tous ses livres. Voilà, en gros. Ensuite, je vais vous parler de The Secret History de Donna Tartt, le maître des illusions. Je trouve que le titre VO correspond beaucoup plus à l'histoire que le maître des illusions. Parce que si vous... Enfin là, quasi avec le maître des illusions, on s'attend à de la magie ou ce genre de truc, mais non, c'est plutôt vraiment l'histoire secrète quoi. Enfin, voilà, l'histoire cachée ou ce genre de choses. Parce que là, voilà. J'ai adoré ce livre. Alors ici, on suit Richard, je crois, Richard Papen. C'est le narrateur, donc c'est un livre écrit à la première personne. Et il va vouloir intégrer en fait un espèce de club secret, société secrète, tout ce que vous voulez. Ce sont des étudiants en grec en fait. Ils concentrent leurs études sur la littérature classique, la langue classique, l'antiquité quoi. Et j'adore l'antiquité. Donc forcément je me suis dit, ouh, il va y avoir plein de références, ça va être trop cool. Alors oui, il y a énormément de références et c'est génial, on apprend plein de trucs. Par exemple on apprend certaines choses sur Bacchus ou ce genre de choses, c'est cool. Mais ce qui est vraiment génial avec ce livre, c'est l'atmosphère. L'ambiance, c'est juste, mais c'est tellement prenant que même un moment après avoir fini le livre, j'étais toujours dans le livre en fait. J'étais toujours dans l'atmosphère. En fait on est dans un campus. Et donc on passe l'année là et quasi on a l'impression de vivre dans le livre, c'est juste génial. En fait le narrateur est un peu un narrateur faible on va dire, puisque c'est un peu un prétexte en gros pour laisser le lecteur prendre la place du narrateur dans le livre et être vraiment intégré dans l'histoire. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu on va dire, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu cette histoire du coup, c'est un peu bizarre. Les personnages sont tous affreux et détestables, mais c'est pas pour autant que le livre l'est, voilà. Donc on déteste ces personnages, mais d'une puissance, genre Henri, je ne pouvais pas, non. Bunny c'est pareil, je l'ai détesté. Et tous ils sont, même le narrateur parfois on se dit, arrête. Il y a beaucoup de réflexions sur le mal, tout ça, enfin ce livre était juste parfait. Un des livres parfaits, un de mes livres préférés de tous les temps je pense, vraiment. Et du coup je pense le relire et j'ai acheté ce livre à Shakespeare & Co. Parce que quand je l'ai vu là, et que c'était la première fois que je venais là, je me suis dit, ce livre est spécial pour moi, et donc j'ai envie qu'il ait une signification encore plus spéciale en venant d'un lieu très spécial. Voilà, ce livre était génial, je le recommande à tout le monde, c'était juste parfait. Bon alors après j'ai vu des critiques qui disaient que c'était prétentieux parce que justement, antiquité, élitisme, tout ça, mais c'est pas, enfin, il n'y a pas l'auteur n'est pas dans son livre en fait, ce ne sont pas forcément ses idées, c'est de la fiction les gars, calmez-vous, voilà, enfin calmez-vous. Si vous êtes enthousiaste, soyez-le grandement, soyez euphorique, mais quand vous êtes en mode oui j'aime pas ce livre parce que c'est trop prétentieux, c'est votre avis, mais ça veut dire que l'auteur l'est. Voilà, donc moi j'ai tout adoré, l'écriture, l'histoire, voilà tout. Même si les personnages étaient affreux, je les ai quand même adorés, affreux, donc voilà. Ensuite, on a la série Wayward Children avec Every Holiday Away et Bound Among the Sticks and Bones de Shannon Maguire. Oh, ces livres, c'est juste, j'ai l'impression d'être chez moi en fait dans ces livres. C'est un peu comme, en fait, voilà, tous les livres que j'ai adorés, c'est grandement à cause de l'ambiance, parce que ces deux livres sont quand même très différents. Enfin, cette série et ce livre sont très différents. Et pourtant, c'est l'ambiance en fait qui me permet de dire que j'adore ces livres, parce que j'ai vécu dans ces livres quasiment. Donc là, on est dans une... C'est pas à la première personne, il me semble. Donc c'était une narration à la troisième personne. Ici, on suit Nancy qui a perdu son monde, puisqu'en fait, dans la série Wayward Children, des portes s'ouvrent, les enfants entrent dans ces mondes qui leur correspondent parfaitement, qui sont leur chez-soi. Et ils sont un jour rejetés et se retrouvent dans la réalité. Et ils ont qu'une seule envie, retourner dans leur monde. En gros. C'était très triste, mais aussi très beau. C'était juste...
magnifique. Et il y a aussi un mystère, une espèce d'enquête, un crime, tout ça. C'était juste génial. J'espère que ces livres seront bientôt traduits pour ceux qui ne peuvent pas lire en VO, parce que c'est trop bien. Et le deuxième tome, dans le deuxième tome on suit deux personnages qu'on avait rencontrés dans le premier, Jack et Jill, et c'est juste formidable parce qu'on entre dans leur monde, on découvre leur monde, leur histoire personnelle, puisqu'en fait c'est un préquel. Mais je vous conseille quand même de lire Every Holiday Away d'abord, parce que sinon vous allez être spoilé. Voilà. Parce que justement le mystère dans Every Holiday Away, si vous avez lu Down Among the Sticks and Bones avant, vous allez savoir en fait. Donc lisez-le après. C'est juste génial. Comme pour tous les livres, j'adore l'écriture, j'adore l'histoire, j'adore les personnages, j'adore surtout l'atmosphère, c'était juste trop bien. Et j'ai tellement hâte de lire Beneath the Sugar Sky. Je sais que je vais passer un moment magnifique. Et ensuite, j'hésitais à mettre ce livre dans mes préférés ou dans les mentions honorables, mais bon, tant pis. Il y a Rugs de George, édité par George R. R. Martin et Gardner Dozois en français. Il sera traduit par Vaurien et publié le 31 octobre. Donc vous n'aurez pas l'excuse de « mais je ne peux pas lire en anglais ». Il sera traduit, donc vous pourrez le lire. En tout cas, j'ai adoré cette anthologie. Alors je pense que c'est surtout grâce aux histoires qui m'ont vraiment... Les meilleures histoires pour moi sont What Do You Do de Gillian Flynn, qui a été publié dans un livre à part qui s'appelle The Grown Up, et en français ça s'appelle Nous allons mourir ce soir. C'est une réécriture de The Haunting of Hill House, donc de la maison hantée. Donc forcément je ne pouvais qu'aimer cette réécriture, c'était juste formidable. J'ai adoré Gillian Flynn en lisant ça, du coup je me dis que peut-être je relirai Gone Girl et je lirai sans doute ses autres romans. Donc Sharp Objects et Dark Places. Voilà. Ensuite il y avait... ça vient. The Curious Affair of the Dead Wives de Lisa Tuttle. Il y a aussi une série qui est sortie de cette nouvelle, c'était juste trop bien. C'était féministe aussi, donc bon. Et la dernière nouvelle que j'ai adorée, c'est The Rogue Prince or a King's Brother de George R. R. Martin, évidemment, puisque c'était dans le monde de A Song of Ice and Fire, donc je ne pouvais qu'aimer. J'ai fait une vidéo chronique de ce livre, si ça vous intéresse de savoir un peu plus de quoi parle quoi, ce genre de choses. C'était juste trop bien. Voilà, et ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'auteurs que je lirai sans doute. J'ai tenté de lire Connie Willis, malheureusement ça a été un échec. Il y a tout un tas d'autres auteurs que je veux lire maintenant que j'ai lu ce livre, c'était juste. Et les introductions sont super en fait dans ces anthologies, puisque je suis en train de lire Dangerous Woman et l'introduction était... Voilà, ça donnait encore plus envie de lire le livre. Alors maintenant on va passer aux mentions honorables. Je dois avoir la tête penchée là mais c'est normal, j'essaie d'attraper des livres. Première mention honorable de l'année, Le Prophète de Khalil Gibran. Alors c'est pas vraiment de la non-fiction, c'est plus de la philosophie, poésie si on veut. J'ai très envie de relire ce livre puisque je sais qu'en fait là il est dans les mentions honorables parce que je l'ai lu il y a tellement longtemps, je l'ai lu en janvier, ça fait 6 mois quoi. Et donc il est resté avec moi, mais je pense qu'il faut que je le relise régulièrement en fait. Voilà. Et donc en gros on a le prophète qui s'appelle Al-Mustafa, pardon. En fait je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça parce que son nom n'est pas donné dans le livre il me semble. Ou alors il m'a complètement échappé. Et il va quitter la ville d'Orphalaise. Et avant de partir il veut leur transmettre son savoir. C'est juste génial, c'est très sage. C'est des préceptes pour vivre quoi, c'est génial, c'est un guide en gros. Et c'était juste trop beau. Voilà, j'ai tellement de citations tirées de ce livre. Par exemple sur le mariage, il y a « Aimez-vous l'un l'autre, mais ne formez pas votre amour en carcan. Chantez et dansez ensemble dans la joie, mais accordez à l'autre sa part de solitude. » Ce genre de choses, c'est... Enfin, je veux dire, c'est déjà ce que je fais, donc je me suis dit, mais c'est fait pour moi ce livre. Après, il y a aussi sur les enfants, le fait qu'un enfant ne vit pas pour vous, mais pour lui-même, ce genre de choses. Il y a aussi sur le bien et le mal, enfin sur le travail, c'était juste... génial. Du coup, je sais qu'il faut que je le relise. On a ensuite Poor Things Dallas the Grey. En français, c'est Pauvre créature, il me semble. C'est une réécriture de Frankenstein. Et c'est génial, c'est féministe. Donc voilà. Je n'aime pas tous les livres féministes, mais quand je vois que c'est bien fait comme ça, je ne peux qu'aimer. Alors en gros, c'est l'histoire de Goodwin, il me semble. Non, Baxter. Ah, Bella Baxter, je sais qu'elle s'appelle comme ça, mais... Ah mon dieu, j'ai oublié les noms des personnages. Je suis quelqu'un d'affreux. C'est la raison pour laquelle ce livre est dans les mentions honorables, parce que si je ne me souviens pas du nom des personnages,
Même si j'ai adoré le livre. Voilà. En fait, ce que j'ai surtout aimé dans Poor Things, c'est le fait que Bella, là je me souviens de son nom, Bella est un personnage en fait très féministe parce que elle n'est pas assujettie au carcan de la société en fait. Et j'ai adoré ça, puisque c'est à l'époque victorienne. Et donc on peut s'attendre à ce que le personnage féminin soit assujetti aux hommes tout simplement. Et ce n'est pas le cas. Donc j'étais tellement heureuse. J'avais raison, le scientifique s'appelle Godwin et en fait il va recueillir le corps d'une femme. Elle était enceinte, il prend le bébé, il prend le cerveau du bébé et le met dans la tête de la femme. Voilà, Frankenstein quoi. C'était génial. En plus le format du livre est bien puisque on a en fait en gros c'est le récit de la vie de Godwin Baxter. Et on a quand même l'éditeur qui nous dit, il me semble que c'est l'éditeur qui nous dit oui alors ne croyez pas tout, vous savez Bella Baxter... c'est un peu une menteuse, une manipulatrice, tout ça. En fait, on sait pas trop quoi croire. Et on a aussi une note à la fin de Bella, justement, qui nous dit non, mais bon, c'est pas vraiment l'histoire de ma vie. En fait, ce livre est aussi génial parce qu'il y a le procédé du narrateur en qui on ne peut pas avoir confiance. Et voilà, c'était super. J'adore ce livre, c'était trop bien. Du coup, il faudrait aussi que je le relise. Ensuite, on a Kissing the Witch d'Emma Donoghue. Je n'ai pas retrouvé mon édition, donc je pense que je l'ai prêté à ma sœur. Ce sont des réécritures de contes, mais homosexuelles. Et c'est trop bien. L'écriture est très fluide et en même temps très belle. Les réécritures sont toutes liées les unes avec les autres, ce que j'ai adoré. C'était juste bien. Voilà, et c'est féministe. Que demander de plus? Des réécritures de contes féministes. Bien sûr. Ensuite, on a Ready Player One d'Ernest Cline qui a été traduit par Player One, tout simplement. Alors, c'est l'histoire de Wade Watts qui va tenter de résoudre l'énigme de Hallyday. Celui-ci demande de trouver l'Easter egg qui est caché dans l'Oasis, le monde virtuel qu'il a créé. Et celui qui le trouvera remportera sa fortune. Voilà, alors moi l'Oasis j'ai adoré, hein, c'était juste génial. Je veux vivre là-bas. Oui. Il y a énormément de références aux années 80 et c'était juste... c'était super. Moi je vais vivre là-bas juste pour aller à Poudlard, pour faire du Quidditch, pour mixer des potions, pour apprendre la magie et tout. Moi je veux bien. Peut-être même que je participerai aux Hunger Games. Je sais pas si j'aurai la foi, mais... Et puis j'irai à Westeros, je passerai un petit moment là-bas. J'irai en Terre du Milieu aussi, rencontrer les hobbits et tout. Voilà. Si ce monde existait, oui, j'y passerai ma vie, donc c'est bien qu'il n'existe pas. Ensuite, on a Alias Grace de Margaret Atwood, Captive en français. Il y a une série Netflix qui est sortie, il faut que je la regarde d'ailleurs. Ce livre est grandiose. Je sais en fait que quoi que Margaret Atwood écrive, j'aimerais, parce que j'adore l'écriture de Margaret Atwood. Et à partir du moment où j'aime l'écriture, voilà, je pense qu'elle ne peut pas, elle ne peut rien faire de mal en fait. Alors Captive, c'est l'histoire de Grace Marks, qui est une criminelle canadienne qui aurait tué son employeur et la gouvernante de manière assez horrible puisque... Alors il me semble qu'il y en a une qui l'a étranglée et l'autre qui a tué à la hache. Non, ça c'était Elizabeth Borden je crois. Bref, elle les a tués. C'est une biographie romancée on va dire, puisque Margaret Atwood nous montre une autre facette de Grace Marks. Et la fin était géniale. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie de vous spoiler puisque vous verrez pas l'avis de l'auteur parce que, encore une fois, c'est de la fiction donc c'est pas l'avis de l'auteur, c'est plutôt ce qu'elle fait de l'histoire. Mais c'était génial. J'ai aimé. Il faut encore que je lise d'autres livres de Margaret Atwood qui devient rapidement une de mes auteurs préférés. Ensuite, on a A Short History of Nearly Everything de Bill Bryson, donc une histoire de tout ou presque. C'est une non-fiction scientifique qui nous parle de tout ou presque, voilà, tout simplement. Donc on parle de la planète, du cosmos, il y a de la biologie, il y a tout un tas de choses. C'était juste formidable. J'ai mis un siècle à le lire, parce que comme c'est de la non-fiction, j'avais envie de bien tout comprendre et de bien tout ingérer, on va dire. C'était génial. Bill Bryson a de l'humour et il en met dans son livre, mais c'est pas lourd, c'est léger, pile au moment où il faut. Il y a aussi la biographie de certains scientifiques. Et c'est là qu'on voit qu'intelligence ne rime pas avec gentillesse ou avec honneur, malheureusement. C'était juste formidable. J'ai adoré. Voilà, donc je sais que je lirai d'autres livres de Bill Bryson. D'ailleurs, j'avais déjà lu Shakespeare, The World as a Stage, Shakespeare anti-bibliographie. C'était juste formidable. Donc, vive Bill Bryson. J'ai appris beaucoup de choses grâce à lui. On a ensuite Royal Assassin, le deuxième tome de la première trilogie de l'Assassin Royal. Ça correspond au tome 2 et 3.
Alors pourquoi il n'est pas dans mes coups de cœur? Tout simplement parce que ce livre était un peu long à démarrer et un peu long tout court, et que j'ai eu du mal avec Fitz qui m'a agacée. La fin était grandiose mais c'était quand même long. Et l'écriture est toujours bien, j'adore toujours évidemment, mais manque quelque chose pour que ce soit un des meilleurs de l'année on va dire. Ensuite on a Three Dark Crowns de Kendall Blake, le premier tome de sa trilogie, non pas trilogie, tétralogie, voilà. Ensuite, 3 sœurs, la Catharine qui est empoisonneuse, Mirabella qui est élémentaliste et Arsinoé qui est naturaliste. Et ces 3 sœurs doivent se battre à mort pour savoir qui va régner sur Fernburn. L'île. C'était juste génial, il y avait juste quelque chose qui m'a énervée à un point où je ne pouvais pas faire de ce livre un coup de cœur. Mais c'est quand même une mention honorable parce que j'ai adoré. Et d'ailleurs j'ai depuis lu le 2e tome qui était génial et j'ai hâte de lire le 3. Bientôt, en septembre. Mes personnages préférés sont Arsinoé et Jules. Et il y a beaucoup dans ce premier tome de réflexion sur le féminisme, de réflexion sociale, tout ça. C'était top, juste les romances. Au secours. Et enfin la dernière mention honorable, c'est How to be a Woman de Caitlin Moran, qui est traduit par Peut-on encore être une femme? C'était... Je me suis sentie comprise par ce livre, tout simplement. C'est de la non-fiction féministe, c'est un mémoire et en même temps des essais de Caitlin Moran, qui en fait nous parle de certaines choses, par exemple l'avortement, ou le fait d'être confronté au sexisme, ou la biologie de la femme, ce genre de choses, par exemple les règles, ou être enceinte, tout en nous donnant son expérience personnelle. Ce livre, c'était juste, tout le monde devrait le lire, tout le monde, vraiment. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai retenu plein de citations, j'ai surligné plein de choses, c'était top, c'était top. Voilà, donc si vous voulez vous souvenir de ce qu'est le féminisme à l'origine, c'est tout simplement l'égalité homme-femme. Voilà, il n'y a pas de supériorité d'un côté ou d'un autre, voilà. C'était juste top. Voilà, donc c'est tout pour mes coups de cœur de l'année 2018 jusqu'à maintenant. Dites-moi vos coups de cœur à vous. Qu'est-ce que vous avez aimé jusqu'à maintenant cette année? Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous les avez aimés ou si vous avez envie de les lire maintenant que vous les avez vus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!